Les amis, on souhaite la bienvenue à Amandine sur Twitch. Première Salut sur à Twitch, tous. et non des moindres. On est très heureux de vous retrouver pour ce live, un live React. On avait très envie avec Amandine de vous partager l'expérience que l'on a vécue sur le documentaire Charles Leclerc Supersonic. On va tout de suite On sur y va MyCanal aller Allez. se rendre dans la case sport qui est ici. Voilà, je vais descendre parmi tout ça dans sport mécanique. Ou doc. Vous Ou pouvez faire les doc, il deux, est dans deux, les vous docks retrouvez. également. On a du rallye de Monte Carlo arrive dans quelques jours sur nos antennes. Et j'en profite aussi pour vous dire que depuis cette semaine, vous pouvez le voir sur toutes nos plateformes. Alors, Dailymotion, YouTube, MyCanal évidemment. Donc vous pouvez aller le voir, quels que soient vos accès. Tout le monde peut aller le voir désormais. Les amis, vous ne ratez pas le feu intérieur sur Isaac Adjar, les épisodes sur Alain Prost qui sont juste géniaux. Mais nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur Supersonic. Le voici. Alors, on va le reprendre. Non, on va y aller du début. Du coup, je vais avoir une petite manip à faire au moment où il va s'afficher. Alors, hop là, on le remet du début. Allez, nous y sommes. Et j'ai déjà fait pause, donc je voulais pas faire pause. Voilà. Est-ce que l'oxygène est activé? Je viens tout juste de l'activer, donc si tu veux tester le masque, là tu peux le mettre. On va sentir la pression, tu vois, ton pantalon s'est gonflé normalement. Ouais, parfait. Mastiff, Force X, taxi Mike. Massif Force X, taxi, reportez pas. Et on va mettre en route les moteurs, est-ce que tout va bien? Tout va bien, c'est juste s'il y a une fuite dans mon masque, ça se saurait. Ouais, on aurait une panne là. Ready, 6 1. Alpha 61 after departure heading 1820, flight level 900. Squawk 6561, frequency with Champagne 139625. Il n'y a aucun bouton qu'il faut absolument que je touche pas. Écoute, à part la poignée d'éjection, ça c'est sûr. Et après le reste, je suis pas inquiet. So, Alpha 61 ready for departure in sequence. Bon bah voilà, on y est hein. On y est. Voilà, mise plein gaz. C'est parti. Et c'est parti. Alors, je fais une pause ici, c'est ce qu'on appelle ça le pré-générique. Ou le... Ouais, le pré-générique, peu importe. C'est un petit moment qui nous aide à rentrer dans le documentaire. Et c'est vrai que ça se fait beaucoup désormais dans les docs. Et vous avez un petit aperçu, ou en tout cas un petit teasing qui permet de comprendre où on va. Alors, vous nous demandez dans le chat un petit peu les moyens techniques, et il y avait une question également, si Ferrari avait eu son mot à dire. Évidemment que Ferrari a eu son mot à dire. Il a fallu une fois que l'envie de Charles était là, que l'armée était disposée à l'accueillir au sein d'une mission, que Ferrari nous dise oui. Donc bien sûr que moi j'ai proposé le projet à Ferrari, à Frédéric Vasseur notamment, et que Fred a validé le fait qu'il puisse venir le faire. C'est d'autant plus exceptionnel pour deux raisons. On était en pleine saison de Formule 1, nous avons tourné ça juste après le Grand Prix de Singapour et on va y revenir dans quelques instants. Donc Charles sortait de deux Grands Prix d'affilée, Bakou, Singapour, 4 kilos perdus pendant le Grand Prix en 1h40 ou 45, le jet lag de retour, donc il n'est pas arrivé super frais. Mais déjà, autoriser un pilote à le faire tout court, c'était beau. Autoriser un pilote à le faire en cours de saison, c'était très beau. Et nous confier Charles Leclerc pendant 48 heures, je ne sais pas si vous réalisez, avoir un pilote de Formule 1 aujourd'hui 2 heures, c'est un miracle. Il n'y a plus un des pilotes de F1 qui ne soit pas surbooké. 2 heures, quand on te dit vous l'avez 2 heures, on est deux doigts de sortir le champagne. Là, on l'a eu 48 heures avec nous. Ça paraît pas grand-chose sans doute, mais c'était extraordinaire. Je me suis même dit, ça, à la fin, ils nous diront, non, il faut réduire, il faut le faire en une journée. Et on ne pouvait pas le tourner en une seule journée, ce documentaire. Donc, Ferrari, que Charles se rende disponible, alors vous allez me dire, bah oui, mais pour un truc génial, il pouvait bien se rendre disponible 48 heures. Bah, c'était pas si simple, parce qu'il avait beaucoup d'obligations. Et pourquoi c'est pas possible en moins de 48 heures? C'est que aussi toute la procédure que vous allez voir sur les tests médicaux, les tests pour apprendre à s'éjecter en cas de problème, le simulateur, etc., c'est des passages obligés. Et on peut pas, même Charles Leclerc qu'il est, y couper. Donc du coup, à un moment donné, il fallait quand même du temps. Il y a quelques personnalités extraordinaires qui ont pu monter dans le Rafale, elles sont très rares, mais Thomas Pesquet est monté dans le Rafale. Thomas Pesquet, il est allé sur la station internationale, il a pris des fusées, il a passé les mêmes examens, les mêmes tests, il s'y est soumis évidemment bien volontairement, mais il n'y a aucun passe-droit pour ce qui est de pouvoir monter dans le Rafale et de répondre aux exigences. Et évidemment, c'est un passe-droit extraordinaire qu'un civil comme Charles Leclerc puisse monter dedans. Bien sûr, on en a bien conscience. On avance, c'est parti, le documentaire débute.
Alors, je m'arrête là brièvement parce que là, il y a deux équipes. Une équipe qui est à Nice avec Charles Leclerc, où il fait très beau, et nous qui sommes déjà depuis la veille à la base de Saint-Dizier, Amandine. Ouais, en fait, l'idée c'était quand même d'être embarqué avec Charles pour que on voit un petit peu comment il se sentait. Et puis surtout, on voulait pas, comme dans certains documentaires, c'est important d'avoir sa réaction longtemps après pour voir avec du recul comment s'est passée telle compétition, etc., etc. Là, on voulait pas l'embêter. Puis de toute façon, la journée elle est tellement chargée qu'il fallait qu'on ait vraiment tout dans l'instant. Donc, deux journalistes caméramans du service des sports qu'on va nommer, c'est Florian Hainaut et Quentin Monaton, étaient avec nous. Florian Hainaut était envoyé à Nice pour récupérer Charles et monter dans l'avion avec lui pour pouvoir venir jusqu'à Saint-Dizier. Puis Quentin, pendant ce temps-là, on tournait les images que vous avez vues juste avant, quand il fait encore nuit de la base qui se réveille, pour pouvoir ensuite réunir les deux, mais à voir comment chacun se prépare, que ce soit la base et Charles, à cette journée un petit peu spéciale. Pendant que tu expliquais ça, je me suis mis sur le chat, on avait des petits soucis pour vous lire, mais ça y est, je vous lis 5 sur 5, donc on est dans le chat. Alors, on va avancer. Donc du coup, Charles partait bien de Nice pour nous rejoindre à la base. C'est presque comme un Rafale. Hein. C'est marrant de se dire qu'avec le Rafale, c'est après ça partira encore plus quoi. Alors, je m'arrête là-dessus parce que c'est important. On l'a précisé, vous avez constaté, si vous avez déjà vu le documentaire, qui encore une fois est dispo maintenant sur toutes nos plateformes, qu'il n'y a pas de narrateur, il n'y a pas une voix off qui raconte ce qui se passe. Donc on a intégré un maximum d'éléments, enfin les éléments nécessaires pour bien comprendre les choses. Oui, Charles a bien été intégré à une mission de l'armée de l'air et de l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, ces avions auraient volé ce jour-là. Donc c'est vrai que j'ai reçu quelques commentaires, mais ce qui est normal de dire « Ah bah voilà, on laisse s'amuser quelqu'un avec l'argent de nos impôts ». Non, on l'a pas laissé s'amuser. Alors certes, il y a pris beaucoup de plaisir, et nous aussi. Mais quoi qu'il en soit, ces avions, et ça je vous le jure, auraient été dans les airs, et d'ailleurs les gens de l'armée qui nous regardent le savent, ces avions volent tous les jours. Ceux qui habitent autour de Saint-Dizier les entendent, les avions qui volent tous les jours, ou sur d'autres bases militaires. Donc le but, c'était pas d'organiser quelque chose spécifiquement pour Charles Leclerc, c'était de l'intégrer à une mission d'entraînement de l'armée, et qu'ils ne viennent pas perturber quoi que ce soit dans leur entraînement. Mais ce jour-là, il a été mis en passager, là où il a pu simplement participer à cette mission, mais elle n'a pas été faite spécifiquement pour lui. Donc c'était un détail important à préciser, mais ça permet aussi d'apaiser peut-être quelques esprits chagrins. Voilà. J'ai jamais été super confiant dans un avion, mais bon, à force de le prendre, je suis de plus en plus à l'aise. Et bon, là, le Rafale, c'est plus comme une fusée qu'un avion, donc je sais pas, j'ai vraiment aucune peur, juste de l'excitation. Le pilote là-bas, on va le chauffer un peu. Ouais, mais il n'a pas besoin non plus d'être trop chauffé quand même. Ça, c'est tout Charles, je trouve. C'est-à-dire qu'il veut toujours vivre des trucs de fou, mais bon, un peu de sécurité quand même. En tout cas, il faisait pas le malin quand même, parce non. Même si, comme tu l'as dit, il avait déjà pris des cours pour piloter un avion, bon, c'est quand même pas la même. Il savait pas trop où il allait, en vrai. Mais il avait été... Alors moi j'avais été assez clair avec lui, voire très clair, et il était tout à fait d'accord avec ça. Il acceptait totalement le programme qui était proposé par les pilotes et par l'armée. C'est-à-dire que eux, ils avaient des choses à valider, des choses à faire, du ravitaillement en vol, des manœuvres, pas notamment de combats rapprochés. Ils avaient une mission, donc ils pouvaient pas en fait à la carte dire alors attendez, moi je voudrais faire ça, mais ça je veux pas le faire, ça oui, ça... Non, on lui a dit Charles, soit tu viens, tu t'intègres, tu te laisses porter et tu fais tout ce qu'ils ont à faire, soit on le fait pas. Et il a dit ok, on fait tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Anything for breakfast? Ma première mission, c'est j'arrive, on m'a attitré un avion, je m'en occupe de A à Z. Donc, je prépare le matin, ce qu'on appelle la VJ, la visite journalière. Alors là, vous avez aperçu effectivement l'adjudant Antoine.
La Donc, relation c'est très super important pour nous importante de entre rien- les pilotes et leurs mécaniciens. Il y a vraiment une relation, Amandine, ultra proche. Hein. Oui, et puis l'idée c'était aussi de montrer le parallèle avec la F1 Bien sûr. et que un avion qui vole, c'est pas un avion, un pilote, c'est un avion, un pilote, un mécanicien, voire plusieurs mécaniciens, mais en tout cas un mécanicien qui a cet avion-là d'attribuer, qui le vérifie, qui le re-vérifie, qui le re-vérifie aussi avec le pilote, parce que c'est un vrai travail d'équipe et puis il y a tous les autres au sol, etc. Enfin, on va les voir après, tous les personnages, et c'était aussi important de raconter cette histoire-là parce que, bon, on voulait montrer à Charles et montrer aussi dans ce documentaire les similitudes. Et puis de montrer que c'était un vrai travail d'équipe. J'ai fait un arrêt sur image parfait sur Charles Leclerc et il sa va brochette adorer. de fruits. Il va nous adorer. remercier. Ouais. Oui, c'était pas bien. Voilà, beaucoup plus joli les montagnes. J'aurais pu m'arrêter là. Allez, on continue, on avance. Nouvelle technologie et de nouveaux systèmes et on essaye toujours d'innover. Mais je pense que les sensations vont être assez différentes. La Formule 1, c'est très violent, mais sur un instant extrêmement court. Alors que là, je m'attends à quelque chose. Je coupe là quand même parce que vous voyez effectivement les Formule 1 jusqu'à 7G mais sur une période très courte, là l'appareil peut monter jusqu'à 11,5G et là on atteint les limites humaines, c'est-à-dire qu'au-delà ça devient très compliqué pour l'être humain de résister sur la longueur. Effectivement quand on vous parle d'accidents malheureusement en F1, des fois il y a des impacts à 50G mais ça dure quelques millisecondes. Là on parle de 11G tenu pendant plusieurs secondes, c'est pas du tout la même sensation. Dans les deux cas c'est pas agréable mais là ça devient très difficile de résister pour l'être humain. Et si je fais un parallèle aussi avec la moto, Oui. par exemple, l'impact d'un casque, c'est les normes, hein, et en tout cas c'est ce qu'ils font pour fabriquer des casques, c'est 150G. Ça peut aller jusqu'à 150G, en tout cas ça doit tenir 150G à l'impact. Donc évidemment c'est une milliseconde le moment où ça tape, et là c'est vraiment des jets complètement différents que sur de la F1, de la moto ou des choses comme ça. Effectivement, quelqu'un nous parle du Rafale Solo Display, qui est le Rafale qui est notamment montré dans des meetings aériens pour de futurs acheteurs du Rafale et qui est équipé de manière à pouvoir aller au maximum des performances d'un Rafale, ce que n'ont pas forcément tous les Rafales selon qu'ils soient équipés, lourds en essence, etc. Mais effectivement, le Rafale Solo Display, c'est celui qui peut montrer le maximum de performances et on va le voir sur le tarmac d'ici quelques instants. Alors attends, il y a une Vas-y. question là qui est purement du reportage. Les images dans l'avion, Par contre, pendant vous les avez beaucoup fait plus longtemps comme une interview ou des jets spontanément en beaucoup plus hauts, quoi. discutant avec lui. C'est les deux. En fait, c'est les deux. Il y avait 2-3 questions que j'avais demandé de poser. Après, Charles a vraiment l'habitude de véhiculer et de communiquer sur ses ressentis. Ouais, et puis il y avait son oncle à côté, donc naturellement il parlait, c'est avec son oncle qu'il parlait la plupart du temps. Il disait non mais je sais pas ce que ça va être, etc. Donc c'est, je dirais, là dans ce cas de figure là, moitié-moitié. On essaye toujours en fait de prendre le plus naturel possible. Donc, s'il dit tout seul, c'est super, on n'a même pas de questions à poser, et après on choisit, etc. pour raconter l'histoire, mais donc c'est l'idéal. Après, des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce, ou quand les personnes sont toutes seules, on n'a pas le choix que de leur poser les questions, parce qu'ils ne partent pas tout seuls encore. Et puis on avait une idée, Amandine. C'est qu'on avait une très grosse envie dans son arrivée. On avait un plan en tête, alors que Laurent Dupin nous fait des pieds de nez à l'entrée du studio Twitch. C'est imbécile. On avait une idée de plan. Des fois, voilà, on se fait un peu le film dans notre tête et comment on va tourner, ce qu'on aimerait voir et tout. Et on s'est dit, bah, comme Florian est dans l'avion avec Charles, quand il arrive, on veut un plan de Florian derrière Charles et la trappe qui s'ouvre de l'avion de Charles, et que devant lui, il est le Rafale et qu'il aille vers le Rafale et qu'on ait un plan de lui descendant l'escalier, découvrant l'engin avec lequel il va passer les prochaines 48 heures. Vous allez voir dans quelques secondes qu'on n'a pas vraiment obtenu ce plan cinématographique. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais juste pas que tu donnes le... Ah bah, vous allez voir, on y arrive, on s'en approche. Je fais toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes tours. Donc l'inspection visuelle, qu'il n'y ait pas d'éléments qui soient tombés, qui soient arrachés, qu'il n'y ait pas de fuite de liquide. Les points les plus névralgiques, ça va être tout ce qui est gouverne de vol. Alors ça nous a choqué, hein.
Quand la veille ou quand on était venu en repérage quelques semaines avant, on a vu le mécanicien se glisser dans le conduit qui mène au moteur, on s'est dit ah ouais, donc il rentre, c'est une épreuve de Fort Boyard le truc, hein. Et on leur a dit, et on peut filmer ça à l'intérieur de, je sais plus comment ça s'appelle ça, la tuyère ou non c'est pas ça, enfin bref, l'entrée d'air du moteur. Ils ont dit ouais pas de souci. Donc lui-même c'est pas nous, c'est pas Amandine ni moi. Déjà moi je passe pas dans dans la zone là, mais c'est lui qui est allé installer la GoPro au fond pour l'image qui arrive juste après. Pour qu'il puisse se diriger. Voilà, cette image, il est allé emmener la GoPro lui-même. Et il est vraiment dans le conduit du Et réacteur. ça, c'est vraiment le moteur. Et ça, c'est ah oui, on est dans l'avion de Charles et on est environ, dans la 45 prise minutes d'air. pour un bon check. Donc là, les collègues ont fini. L'avion est prêt pour ce matin. Prêt à accueillir Charles Leclerc. Ah, on était prêt à accueillir Charles Leclerc. Alors les missions qu'il devait remplir, passer supersonique bien sûr, donc franchissement du mur du son, et résister si possible à 9G d'accélération. Les pilotes pensaient qu'on allait à peu près atteindre 9G. Et là, tout bascule à 9h32, c'est la catastrophe. Non pas la catastrophe. Eh ben voyez l'avion en approche de Charles Leclerc qui amène avec lui une pluie monumentale. C'est-à-dire, Amandine ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il pleut un tout petit peu, mais presque pas. Pour toute cette journée, je pense qu'il a plu à peu près 10 minutes dans la totalité de cette journée. Les 10 minutes à partir du moment où l'avion de Charles a posé ses roues sur le tarmac de la base aérienne de Saint-Dizier. Et là, ça a été un déluge absolument abominable. Ou alors là, il faut faire attention quand même aux caméras parce que... À un moment donné, on a toute une journée, même si ça fait déjà 9h32, ça fait déjà 2 heures, voire un peu plus qu'on est sur le pont. Mais on a quand même toute une journée derrière, donc il ne faut pas qu'on perde le matériel en route. Et puis alors, notre idée de faire arriver Charles, le plan machin, avec l'avion qu'on avait fait mettre, l'avion de démo, etc. Donc là, on s'est dit, ok, donc là, tout bascule, parce qu'on fait quand même un plan, comme disait Julien, pour essayer de prévoir parce qu'il faut tout anticiper. Là on s'est dit ok, bon bah là ça va pas faire, on va quand même essayer et on verra bien. Donc on verra la suite après. Là où Amandine est beaucoup plus solide nerveusement que moi, c'est qu'elle est une habituée du tournage, donc en tournage il y a toujours des choses qui ne se passent pas comme prévu. Moi là je suis déjà au bout de ma vie, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de pleurer, je suis dégoûté, j'avais une idée en tête et qu'elle allait bien se passer, et là il pleut tellement sur tout le monde, donc on va le voir tout de suite, hein. J'ai envie de tout lâcher, je suis dégoûté. Amandine me dit mais non c'est pas grave, on va faire avec, et on a fait avec. Donc lui il est content. Là ça commence. Là ça commence. Là-bas. Il n'a pas encore totalement compris puisqu'il est en t-shirt. Oui. C'est un avion qui est magnifique. Donc là le Rafale Solo Display que vous voyez ici. Je sais que ça va vite, mais c'est tout. On s'arrête juste là-dessus quand même 2 secondes. Vous voyez les dimensions, les différences. Bon, bah, ce sont 2 machines extrêmes dans leur domaine l'une et l'autre, mais vous voyez effectivement les différences de puissance, et elle est folle. On a mis la puissance du Rafale à 130 fois celle de la Formule 1 pour pas vous donner un chiffre exact, mais ça correspond à ça. La vitesse max, bah, évidemment, ça va à 1,6 Mach, donc Mach 1,6, pardon. Une F1, aujourd'hui, à peu près dans ses configurations actuelles, elle pourrait atteindre les 370, mais deux beaux bébés. J'ai juste trop hâte, quoi. Ça va être incroyable. Tu sais que c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. C'est très petit. Ouais. Je sais pas pourquoi. Là, ça tombe. Vous voyez pas, mais ça tombe. Mais je vais mettre un pull. Et voilà. Et regardez nos pauvres gars, nos 2 pilotes, Valentin et Sébastien, le colonel, commandant de la base au milieu, ils sont déjà trempés. Ils commencent là, on le voit en fait sur leur combi. Leur combinaison. Et la problématique, c'est pas tant. Alors eux, ils sont imperturbables, enfin les mecs ils font la guerre. Donc globalement, c'est pas de la pluie qui va les déranger. En revanche, là où ça pose problème, c'est que c'est moche. Et que non mais c'est dur à dire, mais on fait quand même de la télé et ça peut être très très moche. Et là très vite, parce que là vous voyez que c'est que le début, on voit encore les gouttes, mais après ça va devenir une catastrophe et c'est pas beau, ça fait chien mouillé, etc. Enfin c'est pas l'idée quoi. Donc il y a ça, et puis derrière il y a les images à la caméra qui sont complètement floues, vous allez le voir. Enfin je vous le dis avant pour que justement vous repériez. Ça donne quelque chose de flou parce que
Les caméras, c'est un peu comme si vous portez des lunettes, quand vous êtes à l'intérieur et que vous sortez et qu'il pleut, etc., et que tout d'un coup il fait froid, vous allez avoir de la buée, bah, ça fait pareil sur les caméras. Donc là, la caméra, elle était à l'intérieur du jet de Charles, et puis il va sortir, et là, tout se met à... C'est flou, c'est machin, ces trucs, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et puis surtout que là, le but, initialement, c'était que nos 3 bons hommes ici ne bougent pas, attendent, et donc ça laissait le temps d'ouvrir cette trappe, de dire à Charles, va vers le Rafale, ou s'il y allait de lui-même. Là, non, on est obligé de précipiter le truc, et c'est la misère, franchement, c'est la misère. Ah oui, il flotte, mais c'est pas possible. Voilà. Donc ça, le beau plan au soleil de Charles, courant au ralenti avec une musique de film vers son Rafale, que dalle. Alors, non, on n'aurait pas fait ça. Pardon ? Tu m'aurais refusé le ralenti avec la musique de Chariots of Fire. Oui. Tin, 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 tin. Oui. Tin. Oui. Tin, 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 tin. Non, bon, ça aurait été refusé. Oui, Julien. Oui. Bon, alors tant mieux, il a plu, tant mieux. Et bonjour. Eh bonjour, et voilà, Et on bonjour. est tous bien trempés. Et si on peut se mettre vite à l'abri, s'il vous plaît. Alors, quelqu'un dit, pardon, version Top Gun. Oui, alors j'avais aussi mis certains veto, parce que c'était certes une inspiration, mais Inspiration. Top Gun, il y a la première... le premier numéro. Highway to Voilà. the danger zone. Voilà, il y a un moment donné, il faut Danger aussi zone. moderniser. Tannen. Voilà. Elle m'a refusé ça aussi. Voilà. Et puis avoir notre propre Ça se trouve, Tom création. Cruise aurait vu notre Oui, bah, documentaire. bien sûr, bah, Il aurait dit d'ailleurs, Hey, il est génial votre documentaire. Mais il t'a pas mis un SMS? Non, il en a mis un à Florence avec qui un vous laissez. texto J'irais même Non. un tatou. Non, T'as non, envoyé non, un non. tatou de Il a l'époque, contacté de Florence l'époque. pour lui proposer de l'épouser après Brad Pitt. Enfin, D'accord, très ceux bien. qui comprennent. Donc là, bon, Donc bah, là, il on fait vite, quoi. Merci beaucoup. Emmanuel Ozias, colonel et donc commandant de la base de Saint-Dizier, qui a été super top avec nous. Il nous a vraiment facilité tellement les choses. Merci encore à tous les gens de la base. Stop. Stop, Ah, mince. stop. Attendez. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que Bah, t'as fait? Non mais attendez, c'est Quoi? juste pour qu'on en finisse avec ce... Je remets un tout petit peu Oui, en mets arrière. ton micro devant toi du coup. Ouais mais alors Vas-y. puisque... Ah bah, dis-moi, je te fais stop Attends. quand tu veux. De pouvoir faire plein de choses ensemble et puis pouvoir faire un peu de tout. Voilà, vous voyez donc cette image Ah oui. cataclysmique où donc c'est flou, il y a de la pluie, etc. Derrière Sébastien, il a les cheveux qui tombent. Enfin voilà, donc c'était pas possible. Donc très vite, j'ai dit merci, mais en fait on va rentrer. On va rentrer, parce que là. En plus, il nous avait dit je m'habille bien, c'est-à-dire qu'il avait une autre tenue juste avant qu'il atterrisse. Il dit je mets mon. Je lui ai demandé Voilà. à ce moment-là, je lui ai les demandé médailles et tout. le colonel pour qu'on voit, parce que lui il incarne. Il est pilote aussi. Enfin, je veux dire, il a la même tenue, donc je voulais qu'on voit ostensiblement que c'était le chef, parce que c'est le chef. C'est le et boss. donc il me dit je peux m'habiller en 2 minutes si tu veux. Donc si vous voulez, il est revenu, il était impeccable, la chemise, la cravate, c'était en 2 minutes il était là. Impeccable. Et après il est devenu mouillé. Voilà. Ils sont forts. Mais Oui. c'est pour finir avec Croisement de culture. C'est un grand honneur d'être invité ici. C'est nous. Et puis donc là vous avez ici. Salut Charles, Salut. on sera tes deux pilotes pour Ok, ce projet. salut, enchanté. Hein. Bon, nos deux gars sûrs, hein, Sébastien, Valentin, qui ont été donc les pilotes, qui étaient Sébastien programmé le premier jour pour avoir Charles à son bord et Valentin le lendemain, et donc qui ont géré ça de main de maître évidemment, et qui sont là en l'occurrence devant le Rafale Solo Display. On va commencer par la visite médicale. Ouais. Je vais vous faire tout le process d'aptitude au vol en Rafale. Dis-moi. Non. Ah, tu voulais que qu'on avance? Non. C'est parti. Donc c'est vraiment dans cet ordre-là que ça s'est passé. Hein. Dès qu'il est arrivé sur la base, on l'a emmené rencontrer le lieutenant-colonel Vincent, qui est le médecin en chef de la base, pour passer les examens. Il était obligé de passer les examens, pas aucune autorisation de s'y soustraire. Doivent remplir un questionnaire de santé. Maladie cardiovasculaire, non. L'objectif étant d'éliminer les personnels qui auraient des problèmes de santé qui risquent de s'aggraver en vol. Par exemple, un trouble du rythme cardiaque, on ne peut pas les secourir là-haut. Signature.
Alors on était très prudent aussi parce que là on touche à un aspect médical, il n'était pas question de révéler quoi que ce soit, il y a des choses de l'ordre du secret médical, donc on s'était bien calé et avec Charles et avec les personnels de la base sur le médical pour évidemment qu'on soit parfaitement respectueux parce que personne, qui que ce soit, Charles Leclerc ou n'importe qui, a évidemment le droit au respect de la confidence sur tout ce qui touche à sa santé, mais il se trouve qu'il est en pleine forme. On est bon. Alors non, hein, pour répondre, Charles n'avait pas fait de vérification médicale en amont du tournage. En revanche, on sait qu'il est en forme. Il revenait donc de Singapour, comme tu l'as dit. Et puis, lui, il est suivi tout le temps, médicalement. Après, là, c'était vraiment du spécifique pour eux. Ils avaient besoin de mesurer tout ce qu'on va voir. Et puis, il y a un aspect qu'on lui a demandé en revanche la veille et le matin même, mais la veille c'est il fallait pas qu'il ait de problème dans les sinus parce que on monte très haut, etc. avec la pression, et donc ça c'était le petit truc de dernière minute et qui lui a été demandé même la veille, c'est est-ce que tout va bien, est-ce que t'as pas un rhume, etc. parce que si c'est ça sert même pas de venir parce que tu ne voleras pas. Donc voilà, c'était la seule chose. Vous voyez que Charles est un tout petit peu palichon sur cette image. Encore une fois, il n'est pas totalement réhydraté de Singapour parce qu'il avait perdu 4 kilos il y a 3 jours de cela et la fatigue du voyage retour. Donc forcément, c'est pas le Charles Leclerc au top de sa forme qu'on a accueilli à Saint-Dizier ce matin-là, mais c'est comme ça. Et puis il était parti à 6h30 de chez lui, aussi, accessoirement. Donc c'était que le début. Une antenne médicale sur une base aérienne. 91. Si il est trop grand, le pilote peut risquer, lors d'une éjection, de laisser une partie de son corps dans le cockpit. Alors je vous laisse me lire à chaque fois la plus petite ligne. CP. On vérifie la vue. Et là, imagine, il n'arrive pas à lire les lettres. On découvre qu'il est complètement bigleux ou analphabète. Non, enfin, on le sait que non, parce qu'on sait que oui, bah Charles, ça va, je Charles rigole. Non mais imagine, il dit n'importe quoi aux lettres, on fait oula, on a un souci là. Il a été très bon aux lettres, très très bon. Et enfin, oui. il passe devant le médecin militaire. Voilà. Donc là, en rafale, vous allez prendre au moins 5G, et potentiellement beaucoup plus. Ça peut facilement monter jusqu'à 9G. Et surtout, nous, ce qui est particulier dans le rafale, c'est que ces jets, ils sont vraiment dirigés vers le bas, c'est-à-dire vers les pieds. Donc tout votre sang, il risque de tomber dans les jambes. Si vous commencez à avoir l'impression de le champ visuel qui se rétrécit, bien contracter les jambes, il faut forcer à fond et ça va revenir. Ok, nickel. Attends, je peux dire un truc quand même. Bien sûr. Parce que là, vous venez d'entendre le médecin qui dit forcez à fond et ça va revenir. Par exemple, dans les petites anecdotes et aussi ce qu'on fait en montage, c'est que... On nous a demandé si on avait coupé des scènes. Oui. Alors, là, pour le coup, on n'a pas coupé une scène. Enfin, oui, bien sûr, on coupe parce que sinon ça dure et c'est chiant. Et voilà, donc faut que ce soit rythmé, etc. C'est tout un savant mélange. Mais là, par exemple, le médecin, il disait... il faisait... et ça va... Et faut forcer, le fait joliment. Hein. Et ça va passer. C'est-à-dire qu'on avait juste l'impression qu'il était aux toilettes. Donc, c'était pas possible. Alors que c'était... Donc ça, par exemple, mais c'était important ce qu'il disait. Donc dans ces cas-là, on recouvre avec une image et on s'arrange parce que le but c'est pas ni de lui le faire passer pour qui il est pas, c'est un médecin, donc mais on a l'info sans avoir ce qui dérange. Et qui ne... C'est dommage, on aurait pu leur montrer à quoi ressemble un écran de montage quand on fait des coupes du montage. C'est très complexe un écran de montage. Donc ça se voit tout de suite quand quelqu'un fait du montage ou n'en fait pas. Là, il y en a beaucoup dans un documentaire. Voilà, il y en a beaucoup, mais l'idée c'est de jamais trahir ce qui s'est passé et d'avoir toutes les infos, ou en tout cas le maximum. Donc là, en gros, c'était important de garder sans voir le médecin faire une tête bizarre. Maintenant, vu que la visite médicale est validée, tu peux vraiment considérer que tu vas voler cet après-midi, parce que jusqu'à présent, c'était pas certain. Du coup, on va t'emmener te montrer ta combinaison, le pantalon anti-G, le gilet, on va tout expliquer. Donc là, voilà, on est à l'escadron, transformation rafale, le TR. On vient à chaque fois pour se changer, se mettre en tenue. On t'a préparé une ATR. On nous a proposé et suggéré ce call sign Perceval. Voilà, alors le call sign, vous savez que si vous avez vu les films Top Gun voulait dire
Top Cruise, non, Top Gun ou Top Cruise. Ils ont tous ce qu'on appelle des call signs, des noms. Et donc, il y a Maverick dans Top Gun, il y a Goose, enfin bref. Et là, je m'étais dit plusieurs semaines auparavant, ils lui font un call sign sympa. Et comme Perceval, je crois, est son 3e prénom à Charles. Lui-même ne le sait pas. Ouais, Parce que quand on lui a demandé, il dit c'est mon 3e ou 4e prénom. D'accord. Enfin, c'est dans la liste de ses prénoms. Donc, c'est quoi toi, Julien? Moi, c'est Julien Christian Michel. Ouais, du simple, efficace. Pas drôle. Non, même pas drôle. Et donc, Perceval, on trouvait qu'il y avait un petit côté chevaleresque et que ça irait bien sur ce patch de mission qui est en cuir et qui est peint à la main. Donc, c'est la classe. Perceval, c'est un de mes prénoms. C'est original, mais j'en suis fier. Et pareil, les gars de la base, alors moi j'avais eu l'idée pour le Perceval, et eux nous ont proposé le design, Valentin et Sébastien, et sur cette protection de visière, parce qu'évidemment c'est une pièce importante et qu'il faut protéger, donc j'ai oublié le nom de cette petite protection, mais elle avait été faite sur mesure. Hein? Non, ça a un nom spécial, mais ça me reviendra. Peut-être qu'un pilote de l'armée dans le chat va nous le dire. Mais en tout cas, on protégeait le cimier ou le... C'est pas le cimier, le truc au-dessus? Ça va me revenir, peu importe. C'est un détail. Enfin, on avait essayé de personnaliser un petit peu les choses. Avec un casque. Charles-Henri Hervé Perceval Leclerc. Voilà. Quelqu'un nous donne le nom complet. Non plus que l'avion. Et ils avaient fait un 2e patch, celui-ci lié au Rafale, et donc avec le 16 de Charles Leclerc et son call sign. Un protège chimier, merci Sébastien qui est dans le chat et qui regarde. Je savais que j'étais pas loin. Protège visière, protège cimier. Il pèse un peu lourd. Alors pareil, avant on s'était arrangé avec les gens du manufacturier de combinaison de Charles pour qu'il nous donne les mensurations de Charles et qu'on puisse lui fournir une combinaison la mieux adaptée à sa morphologie. Donc tout ça c'est des petites choses, mais il a fallu réunir plein d'infos pour être sûr que tout se mette bien le jour J parce qu'on n'avait pas le choix que tout se passe bien dès le premier coup. Tu vois que par rapport à la F1, tu vas peut-être un peu plus loin. Ah oui, mais nous on est tous sur le poids. Ouais. Charles, Marc, il n'y a pas de Henri dedans. En fait, t'as tout un... Alors pareil, équipement, moi ça m'a un peu surpris, je sais pas ce que tu en as pensé Amandine, c'est le poids de l'équipement en Rafale, parce qu'en F1 c'est d'une légèreté absolue, vous voyez le total du poids de l'équipement d'un pilote F1, 3,5 kg, 12,8 kg pour les pilotes en Rafale, mais il y a tellement d'éléments. Il y a tellement d'éléments, et puis surtout en F1... Je pense que la plupart sont assez fans dans ce live. Ouais. Vous savez que c'est la course au poids. Pour le Rafale, c'est aussi la course à la sécurité et aux contraintes physiques. Et c'est vrai que les contraintes physiques, c'est léger. Et c'est pour ça qu'il y a cette combinaison anti-G qui va compresser un petit peu comme ça, Julien. Oui, alors sur tous les jambes, hein, c'est au niveau des jambes le G. Oui, mais je ne me serais pas permise de toucher tes jambes. Mon mollet est à ta disposition si tu le souhaites. Non, ouais. Mais c'est au niveau des jambes qui comprime effectivement. Voilà, et donc du coup c'est vrai que c'était assez fou et même la façon de se déplacer, forcément c'est inhérent au fait que ce soit super lourd. Moi j'ai été épaté de voir les 300 grammes des chaussures parce qu'on a évidemment pesé les bottines, donc 300 grammes c'est rien du tout. Et voilà, tout est effectivement ultra léger en F1. Avançons. De survie, tu as une balise de détresse, tu as tout ce système là qui est en fait une bouée de gonflage. Tu as cette partie là qui est assez sensible qu'il faut éviter de toucher parce que c'est une cartouche de percussion qui va envoyer du CO2 et qui va te faire gonfler toute une bouée pour que tu flottes dans l'eau si jamais tu te de la mer. Ok, super. Ouais, normal. Ok. Là, c'est plus serré derrière. Ouais. Alors là, pareil, hein, la mise en place du casque, la scène là, elle dure quelques secondes dans le documentaire, ça a été interminable. Ça a duré 3 quarts d'heure. Ah, c'est pour répondre aussi à la question de est-ce que vous coupez? Oui, on est obligé de couper parce que il fallait, et c'est ce qui va être expliqué derrière, il fallait que ce soit bien adapté pour pas qu'il y ait de fuite. En revanche, on peut pas vous mettre 3 quarts d'heure de test de masque. C'est impossible. Donc on essaye de comprendre, ok ça va pas, de voir pourquoi ça va pas, de faire les modifs et puis ok c'est bon ça va. Voilà, parce qu'il n'y avait pas non plus un enjeu plus que de dire il faut que ce soit bien adapté parce que sinon c'est comme si tu te retrouvais sur l'Everest en quelques secondes. Donc ça, tout le monde peut le comprendre. C'est ce que nous dit Dewey dans le chat. Hein. Voilà. Il faut que ce soit parfaitement ajusté, sinon ça sert à rien. Exactement. Donc c'était ça
qu'on voulait passer comme message. Après que ça dure 3 quarts d'heure, franchement, c'est bon pour personne et surtout pas pour vous les téléspectateurs. Oui, Donc voilà pourquoi on coupe parfois. Alors, les rushs existent, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot anglais, les rushs, bah, c'est l'ensemble des images qu'on a tournées avec toutes nos caméras. Combien d'heures de rush, d'après toi, on a ramené? Je sais pas combien on a d'heures parce que, en gros, on a tourné quasi en continu pendant 2 jours, donc avec des journées de, je sais pas, au moins 12 heures. À 2 grosses caméras, plus les webcams, plus les GoPro. Les GoPro, etc. Donc je peux pas vous dire. Plus le drone. Il y a des heures et des heures de rush. C'est un énorme travail, évidemment, après le tournage. C'est le montage et donc le dérushage, c'est-à-dire d'ingérer dans les machines à Canal toutes ces images et d'en faire le tri parce qu'il y a un monumental tri à effectuer derrière. Donc là, bah, ça a pris du temps à ce que le masque soit parfaitement ajusté et étanche pour qu'il reçoive évidemment comme il faut l'oxygène dans son casque. Voilà, là, je pense que c'est mieux. Vas-y. Juste un poil. Parce qu'en fait, c'est pas ce que... C'est quoi exactement? Il y a de l'oxygène qui est... En fait, l'avion produit son propre oxygène. Nous, quand on est à 40 000 pieds, en fait, on est quasiment à l'altitude de l'Everest. Donc s'il y a 40 000 pieds, tu enlèves ton masque, tu te retrouves comme ça, voilà, tu prends ça sur l'Everest. Et là, il faut vraiment remettre le masque très vite parce que tu peux tomber... Dans les pommes directes. Ouais. Alors ça a pris un certain temps, puis on est passé au simulateur, on voulait qu'il ait un petit peu de sensation et qu'il prenne un peu des marques pour être un minimum opérationnel dans l'appareil réel après. C'est bon pour moi. Et puis aussi de comparer toujours pareil avec ce qu'il vit lui en F1 parce que le simulateur ça fait vraiment partie de leur quotidien. Maranello, on a nous aussi un simulateur qu'on utilise énormément pour la performance. Donc là du coup c'est beaucoup plus comme un boulot, mais aujourd'hui c'est surtout très fun, mais aussi super intéressant de découvrir un monde complètement différent du mien, mais qui a aussi pas mal de similitudes. On s'arrête au premier écran de la manette des gaz pour mettre plein gaz en tenant bien fort sur les freins. C'est bon. Là pareil, le simulateur il y a passé un certain temps. On a essayé avec toutes les images qu'on avait, la GoPro dans le simulateur, ce qu'on tournait à l'extérieur, dans le bureau d'où lui parlait la personne que vous entendez dans sa radio, de faire un montage le plus réel. Hein. On ne trahit pas la réalité de ce qui est passé, mais entre le temps que ça a pris le simulateur et ce qu'on vous montre là, évidemment il y a du montage pour que ce soit aussi digeste pour vous, quoi. Voilà. Ok, le train est rentré. Là, on peut monter un peu plus franchement, ça monte assez fort, c'est puissant. C'est parti. D'ailleurs, celle qu'on entend là, c'est même pas celle, si je ne m'abuse, qui est dans la qui est dans le bureau. Tour de contrôle bureau. C'est donc une élève pilote qui est dans un autre simulateur à côté et qui simule en fait le fait d'être son pilote. Parce que là, il fait tout seul, mais bon, ça a été plus compliqué que ça quand même. Elle gère aussi et elle est là en cas de problème. Même si c'est un simulateur, ça simule la réalité. Donc en gros, c'était une pilote étudiante qui était, elle, dans un autre simulateur. Et là, il y avait un écran dans le simulateur et dans le cockpit du Rafale qu'il fallait pas montrer. Mais avec les axes de caméra qu'on avait, on a pu ne pas montrer cet écran. Voilà, il y a une chose dans le Rafale, on pouvait montrer les moteurs, tout le reste, mais il y a un des écrans qui est propre à l'armée française et qu'ils utilisent pour des tas de choses. Et celui-ci, il n'était pas possible de le montrer, mais honnêtement, vous avez vu tout le reste. C'est vrai que quand on fait la boucle, sinon on perd complètement la... Ouais, si on a le nez dans le sel, c'est compliqué de faire arrondir. Ce qui a été impressionnant, je fais une petite pause et je pense que tu vas le confirmer, c'est que tout ce qui lui a été dit, globalement, il l'a ingéré. Alors pas à 100%, mais une grosse partie de tout ce qu'on lui a donné comme information ce jour-là dans le simu, dans les tests qu'on va voir après, il a été capable de les ingérer. Et ça, c'est un truc propre aux athlètes de haut niveau, entre autres. C'est leur capacité de mémorisation et de reproduction, du coup. Oui, et c'est ce qu'on voit aussi chez tous les sportifs de haut niveau. Hein. Globalement, c'est leur facilité et capacité à retenir parce qu'ils sont habitués à avoir beaucoup d'éléments. Et lui, d'autant plus, parce que dans un cockpit de F1, il y a beaucoup de choses. De prendre un petit peu mes marques au lieu de le faire dans le monde réel. Ça a été souligné par les pilotes, qui l'ont même dit à la fin. Il a tout de suite capté les choses. C'est parti. Donc briefing sécurité avec le sergent Léa, parce que évidemment il faut prendre en considération le fait que les choses peuvent mal se passer et qu'il faut pouvoir réagir. L'éjection c'est un truc
Le passager tire sa poignée. Pareil, hein, la séquence a duré à Tirez peu près ferme. 3/4 d'heure dans le briefing d'éjection. Ouais. Et donc ça, pareil, on le coupe. Et alors pour compléter, parce que je sais que c'est aussi une question qu'on me pose souvent, comment on raconte une histoire, etc. Et par exemple, le briefing d'éjection a été réalisé avant le simulateur. Oui. Et quand avec Julien on réfléchissait à comment raconter l'histoire, Julien me dit ah bah attends, on passerait pas le briefing là que vous voyez après le simulateur, parce que c'est vrai qu'on essaye toujours de là il allait faire de l'avion, c'était bien qu'on n'attende pas 20 minutes avant de voir le premier vol en avion, Ouais. qu'on n'attende pas 20 minutes avant de le voir une première fois dans un Rafale. Donc là c'était bien, ça nous permettait de faire un premier pas dans le Rafale avec le simulateur. Donc voilà pour les questions. C'est vrai qu'il y a eu une inversion des scènes, tout à fait, c'est vrai. Mais On vous ça dit ne, tout, hein, vous avez vu. mais ça ne trahit pas ce qui se passe, et ça ne trahit pas ce qu'il fait. Ça n'a pas d'importance. À demain. Je voulais absolument pas que Charles voit les images d'éjection avant d'être sur la base. Parce que franchement, elles sont super impressionnantes. C'est terrible, hein. Une éjection, c'est d'une violence inouïe. Et là, quand il les a découvertes, bon, il a quand même gardé le sourire, ça va. Et à fond, la poignée d'éjection, en la saisissant par le devant pour ne pas se coincer la main sous la boucle ventrale. Ça fait beaucoup d'infos. Et on va tout revoir après, vous allez le faire. Ok. Ça va aller. C'est pas anxiogène, mais c'est complètement nouveau pour moi, donc j'essaye d'apprendre le plus de choses possible et de les retenir. Ça ressemble plus ou moins à mon cockpit. Il y a énormément de boutons que je comprends pas, donc ça me rappelle un petit peu les premiers tours que j'ai fait en Formule 1. C'est presque le même système d'attache qu'en F1. Après, pour nous, c'est vrai que l'état d'esprit est un petit peu différent, parce que ici, les procédures, elles sont à prendre pour la sécurité. C'est avec ça que vous allez essayer de nous diriger pour essayer d'aller chercher la zone la plus propice à l'atterrissage. J'ai hâte. Ouais, elle lui parle comme si ça allait arriver en fait. Je la regardais genre, ouais, enfin, si ça arrivait. Là, elle lui dit, ouais, bah quand vous allez être éjecté. Et que vous aurez le parachute. J'espère pas. Nous, en Formule 1, c'est plus pour C'est la là qu'elle lui dit, performance. si vous tombez dans Si un arbre, on vous attendez. en Ouais. oublie une, on peut perdre peut-être un dixième et demi par tour. Si on en oublie une ici, je pense que ça pourrait créer des problèmes un petit peu plus grands. Si jamais vous êtes coincé dans l'arbre, on reste dans l'arbre que les secours arrivent. Je resterai là. J'adore ça. Ouais, je resterai là, vous inquiétez pas. Je bougerai pas. Là, faut s'imaginer que ça fait 3/4 d'heure qu'elle lui donne des infos au cas où ci, au cas où ça. Hein. Donc c'est. Voilà. Là, typiquement, cette image, c'est presque la plus dure qu'on ait eu à tourner. C'est-à-dire faire voler un drone sur la base, parce que là, à gauche de l'image, il y a la zone nucléaire. Ou à droite. Ou à d'ailleurs. droite aussi, peut-être à Et droite. je- J'ai à gauche, mais c'est Bah oui, peut-être parce à droite que, ou en derrière. fait, on sait pas là. On sait, bah si on sait, mais bon, voilà. Elle est quelque part autour de cette image, et évidemment, bah, ça c'est des images qu'on a fait valider pour être certain de ne rien montrer de compromettant et de potentiellement dangereux. Top Gun est là. Ah, je l'aurais mise là, la musique. Bon, alors là, on va pas vous mentir, pareil, la marche à pied là, déjà je m'en veux énormément parce que j'ai pas enlevé la petite étiquette sous la semelle. Mais la petite marche vers les avions, on leur a fait faire combien de fois? 4 fois au moins? Parce qu'on voulait Oui, plein là, d'axes c'est différents. C'est la seule chose qu'on leur a refait faire Oui, d'ailleurs. oui, c'est la seule chose, ouais. Parce que pour les avoir en drone, parce que ça allait être quand même un moment assez mythique. Pour les avoir en drone, on peut pas avoir le caméraman, sinon ça fait pas beau. Donc il a fallu faire avec le caméraman devant, avec le caméraman derrière et avec le drone. Donc en gros, oui, on leur a refait faire 4 fois. Et là, pareil, en termes de montage, c'est soit on mettait ça à un moment donné, mais il se passait pas grand-chose. Après, il y avait encore tout un tas de briefings qu'on va voir petit à petit là. Et c'était important de montrer qu'il y avait des briefings, etc. Qu'à chaque fois, il apprenait des choses. Néanmoins, il fallait vite arriver à l'avion parce que là, ça commençait... Le doc, là, on en est à 13 minutes. Presque à la moitié, là. Voilà, on est presque à la moitié. Il n'est pas encore monté dans l'avion vraiment, etc., etc. Donc, il fallait donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais intercaler ces images où il va à l'avion pour comprendre, et on comprend de façon subliminale que, en attendant, il a fait encore d'autres étapes avec les pilotes et tout l'encadrement. Alors, le matériel qui était impliqué du côté de l'armée, eh bien, c'était les 2 Rafales de Valentin et de Sébastien, et puis la 400M que vous voyez ici, donc qui est un avion qui a beaucoup de capacités, logistique, on peut y charger évidemment beaucoup de choses, de ravitaillement également. Vous voyez que derrière les réacteurs, vous avez des pods de ravitaillement, donc c'est un avion très maniable, il est énorme et pourtant il est extrêmement maniable et qui rend beaucoup de service à l'armée. Donc lui aussi était impliqué dans cette mission, et notamment sur des missions d'entraînement au ravitaillement
que doivent absolument faire les pilotes. Donc là, encore une fois, on vous raconte pas des cracks quand on vous dit que il a été intégré à une mission. Il fallait que les pilotes s'entraînent, notamment à ravitailler sur la 400M. Mais donc c'est cet avion qui nous a permis, équipe de tournage, puisqu'on n'était pas dans un avion évidemment. C'est-à-dire que dans un avion, pas dans un Rafale. Pas dans un Rafale, pardon. Dans un Rafale, il y avait le premier jour Sébastien et Charles, et dans le deuxième Rafale, Valentin et un caméraman de l'armée, habilité à lui filmer depuis un autre appareil. Et le lendemain, ils ont inversé leur position avec Charles et ce caméraman. Et tu dis les Rafales, faut qu'ils s'entraînent à ravitailler, mais c'était aussi un élève pilote dans la 400M qui lui aussi s'entraînait à faire ravitailler des Rafales, puisque quand ils partent en mission et qu'il faut que les Rafales protègent la 400M ou les gros avions comme ça qui transportent des choses, il faut que les Rafales puissent le faire et inversement. Et deuxième anecdote sur la 400M, le lendemain, ensemble, mais c'est le lendemain où on n'était pas très en avance, ils nous disent dépêchez-vous parce que alors là il part dans une demi-heure et en fait il vous attendra pas quoi. Donc parce que lui il a une mission, il avait d'autres Rafales à ravitailler qui n'avaient rien à voir avec notre mission à nous à telle heure, donc il faut pas qu'il parte en retard. Donc si vous n'êtes pas prêt dans une demi-heure dans l'avion, en fait il part sans vous. Et on était donc sur la base d'Orange comme ça. On s'est dit ok, on va y aller. Il y a eu 3 bases d'impliqués. Saint-Dizier, donc où étaient les Rafales biplaces de l'escadron de transformation, Orange où on a fait escale le premier soir, et puis la base d'Orléans où on n'est pas allé, mais d'où venaient les A400M. Donc on salue la base d'Orléans avec laquelle on a travaillé parce que les A400M étaient impliqués dans cette mission. Donc voilà les images qu'on a tournées avec le drone notamment, et on les a fait marcher plusieurs fois pour avoir plusieurs plans. On appelle ça des valeurs de plans, c'est différents angles, et ça c'était important. Voilà. Toi tu vas pouvoir juste écrire que tu es volontaire pour ce vol. Et par exemple, on parlait des choses confidentielles, etc. Quand on filme ça, vous allez dire ah bah oui mais c'est flou. Oui parce que il faut pas que les noms de famille notamment apparaissent et donc on préfère le flouter naturellement, joliment, avec certains objectifs, etc. Plutôt que de le flouter derrière en post-production, ce qu'on appelle la post-production. Donc c'est après le montage et avant la diffusion. Donc tant qu'on peut savoir ce qu'on n'a pas le droit de filmer, on fait en sorte de le savoir pour pouvoir s'adapter. Et quand là il y avait un morceau qu'on voyait encore un petit peu, que j'ai fait flouter manuellement derrière, mais sinon on essaye toujours de le faire au tournage parce que c'est plus naturel. Et là oui, on est sur un document officiel, il faut absolument que Charles accepte de monter la mission et accepte les risques qui vont avec cette mission. Donc on n'est pas sur de la mise en scène là, ce document, ce livre, je ne sais pas s'il a un nom spécifique, c'est un registre, mais il est obligé de le signer, sinon il ne monte pas dans l'avion, et ça l'engage. La signature là, c'est pas un autographe, c'est un engagement à dire ok, j'ai été prévenu de ce que ça impliquait de faire cette mission, je les accepte ou pas. Si je signe, ça veut dire que j'accepte de monter dans l'avion. Je le suis. Et signer à côté. Donc je te laisse mettre oui et mettre une petite signature. Donc là, tu as vraiment signé les ordres qui font que on reconnaît que tu es dans cet avion et que tu as l'autorisation. Pareil, s'il se passe un problème, au moins on sait que dans cet avion, il y avait un tel et un tel. Bien le 321 au départ, s'il vous plaît. Et nous y sommes. Alors on va faire un petit stop ici, on avancera après un peu plus rapidement dans le doc, mais il y a eu un gros sujet sur les fixations des caméras dans le Rafale. Encore une fois, c'est pas une machine qui est faite pour être filmée sous tous les angles, c'est un avion de combat, c'est un avion de défense, de protection, d'attaque et de défense, bref. Et donc la mise en place des GoPro, ça a été un énorme sujet. On a reçu un document de 12 pages nous expliquant dans les moindres détails quelle était la marque et le type de colle qui allait servir. Comment, c'est pas nous évidemment qui les avons fixées, c'est l'armée. Comment elles allaient être fixées. Fallait qu'elles soient fixées 48 heures avant pour qu'elles sèchent, que la colle sèche, parce qu'évidemment l'avion va prendre tellement d'accélération que si à un moment donné une GoPro se balade dans l'habitacle, ça peut être une catastrophe, ça peut blesser un pilote, ça peut endommager l'appareil, ça peut être une situation dangereuse. Donc rien que pour les GoPro, mais c'était un gros sujet. Il y a eu une mise en œuvre de la fixation des GoPro, ce qui peut paraître être basique, bien plus complexe, parce qu'on touchait au Rafale, etc. On en avait combien dans chaque avion, Amandine ? À la base, on en avait 1, 2, 3, 4 chez Charles, et une autre dans l'avion suiveur. Dont une 360. Voilà, sachant que l'autre enjeu aussi,
c'était qu'elles tiennent, parce que c'est long les vols, les GoPro ça dure pas 5 heures 5 heures sans s'arrêter, donc c'était assez compliqué là-dessus. Il y avait effectivement la mise en image, et puis on en reparlera un peu plus tard peut-être du son. Ouais, il fallait trouver donc les bons endroits pour les fixer, pour qu'on ait des images valables, et des endroits accessibles aux pilotes comme à Charles pour pouvoir les couper pendant le vol, parce qu'on n'avait pas la longueur nécessaire pour laisser tourner en permanence. Il n'était pas question de mettre une batterie annexe à côté, il n'y avait pas la place et c'était dangereux. Donc quelqu'un me dit, est-ce qu'elles se sont échappées, est-ce qu'elles ont été perdues? Non, les GoPro ont bien tenu. Et du double face, ça suffit peut-être, je ne sais pas, autorisé. Sauf que ça n'est pas autorisé. Ouais. Et ils ont leur procédure pour ça, parce que si une GoPro se détache, on ne sait pas pourquoi, et que ça les empêche de, je ne sais rien, manœuvrer, enfin de faire quelque chose, c'est quand même dramatique. Donc là, ouais, il y avait beaucoup de caméras, et la 360 était attends, je peux reprendre la flèche, on la voit dans les... Ouais, la 360, elle est venue se mettre ici. Elle était à cet endroit-là. Oui, parce qu'en fait, il y a des emplacements où on a le droit de les mettre. Après, nous, on a choisi dans les emplacements, on en a à peu près mis partout où on pouvait, où c'était autorisé, mais en gros, globalement, on ne pouvait pas les mettre exactement où on aurait voulu, pour 1000 raisons de sécurité, parce qu'il y avait ce qui arrive au-dessus, la verrière qui arrive, donc ça ne peut pas. Bref. Il n'y a aucun bouton qu'il faut absolument que je touche pas. Oui, exactement, Maille-Archange. Si une GoPro s'était détachée, la responsabilité, on revenait à l'armée. On ne pouvait pas assumer, nous, la responsabilité d'un incident lié à une GoPro. Donc, effectivement, la responsabilité de la fixation était confiée à l'armée, et donc, voilà, c'était leur responsabilité, oui. Alors, non, c'était pas hors de la cabine, parce que dedans, à l'intérieur, ouais. Vincent 27 dit surtout que si c'est hors de la cabine, ça peut aussi venir perturber l'aérodynamisme. Alors non, c'est impossible de tenir, enfin en tout cas moi je connais pas une colle qui tient à Mach 1. On n'a pas essayé. Mais on n'a pas essayé, et pas pour une GoPro en tout cas. À l'intérieur. Ouais, tout était à l'intérieur. Les images d'extérieur sont tournées par l'avion qui est suiveur et qui a un caméraman dedans. 61 runway 2 line-up, clear for take-off. Alors on est sur une base française avec l'armée française, mais ils parlent anglais, oui, c'est la langue officielle internationale de communication radio entre les appareils militaires. Donc moi j'ai été le premier surpris, je me suis dit entre eux ils vont parler français. Non, ils sont tenus de s'exprimer et d'échanger à la radio en anglais. Wind 220 degrees, 12 knots maximum, 17 cable up. Cable up. Bon bah voilà, on y est, hein. On y est. C'est parti. C'est parti. Et off we go. Et on est bon. Encore une fois, rien que quand on voit ce décollage, vous comprenez aussi pourquoi c'est pas un projet qui peut se faire en 2 heures ou en une après-midi. C'est pas possible dans un avion pareil, parce que certaines personnes m'avaient dit ouais mais Russell, machin, ils ont fait des tournages en beaucoup moins de temps. Oui, mais c'était pas dans un Rafale. Le Rafale, c'est l'avion le plus performant militaire de la planète. Tu ne peux pas monter qui que tu sois, et pas grand monde hormis des militaires ou des gens très 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 privilégiés comme l'a été Charles, il en a bien eu conscience, mais personne ne monte dans un Rafale. Donc ça prenait du temps, parce que vous voyez les performances de la machine, et rien qu'au décollage vous voyez déjà que c'est un truc totalement hors norme. Alors on va tout de suite répondre à une question. Amandine, c'est Input qui nous demande, pour les micros, c'était ceux des GoPro ou des micros accrochés directement à Charles et aux pilotes? Alors, l'enjeu de ce documentaire était double dans la réalisation, au-delà de tout ce qu'on vous a raconté sur l'organisation, évidemment. C'était les images, et notamment les images en vol, parce que c'est pas facile d'accès, comme vous pouvez imaginer. Et c'était le son, parce que autant eux, à l'intérieur du Rafale, ça fait pas beaucoup de bruit, bizarrement, déjà parce qu'ils ont les casques, anti-bruit, etc. Mais c'est pas du tout ce que nous, on entend depuis l'extérieur. Néanmoins, il y a du bruit tout le temps, parce que les avions, ils décollent tout le temps.
Dans la base aérienne, ça décolle sans arrêt, donc il y a du bruit tout le temps. Donc le son était extrêmement important. Et j'en profite pour saluer Jonathan Musielski, notre ingé son qui était là, qui est passionné de sport méca. Et du coup, il s'est régalé aussi, lui. Mais c'était important parce que il fallait que le son soit impeccable. Toujours pareil, si on vous raconte une histoire sans interview, sans son, sans que vous compreniez ce que disent les mecs, ça dure à peu près 30 secondes et puis basta. Et puis il faut mettre une voix off qui dit oh regardez il est content. C'est quand même toujours plus efficace quand le gars il dit putain je suis content, pardon. Mais en tout cas c'est beaucoup plus naturel. Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, et donc du coup les micros, on avait des micros qui étaient à l'intérieur des casques doublés d'un micro là, donc en fait c'est le micro qu'on entend qui passe à travers leur radio, l'enregistreur de vol, et l'enregistreur, et que on a aussi des micros sur eux pour que dès qu'ils descendent de l'avion ou quand ils montent de l'avion, on puisse enregistrer, on puisse avoir le son, voilà. Donc c'est pas les GoPro, hein, le son GoPro est très bon, mais pas pour leur voix là. Mais là on est sur un niveau de son qui est impossible à réaliser sans une personne spécialiste et avec les bons petits micros qui vont bien. Charles Leclerc dans le chat nous dit comment avez-vous pris le fait que Lewis Hamilton fasse la même chose juste après Charles. Alors déjà, il n'a pas fait la même chose. On était très contents. Rien à voir. Mais on l'a battu à plat de couture. Donc c'est-à-dire qu'on vient d'offrir, Canal+ vient d'offrir à Charles un avantage psychologique énorme sur Lewis Hamilton parce que lui il est monté dans le Rafale, Charles Leclerc. Et que Lewis Hamilton, il montait un petit coucou, dans un bel avion quand même, mais c'était pas du niveau du Rafale. Et quand vous voyez le doc sur Lewis, qui est très sympa aussi évidemment, mais vous mesurez la différence de préparation. Je sais pas combien de temps Lewis Hamilton a passé sur ce tournage, mais c'est vrai que c'était amusant, et puis ça nous a plu, de voir que juste après, le futur coéquipier de Charles, lui aussi effectuait, et donc je pense qu'ils en parleront, ils en ont peut-être éventuellement, je sais pas déjà parlé. Mais Charles l'a dit, hein, tout le monde m'en parle, etc. Ça a eu une résonance incroyable en F1 parce qu'ils ont tous vu via Charles qu'il avait fait ça et c'était fou quoi. Ils ont 2 points communs maintenant, ils pourront parler de leur toutou l'un et l'autre et de Roscoe et de Léo et puis de leurs expériences dans des avions de chasse, donc ça c'est pas mal. Et de leur Ferrari. Oui, accessoirement, oui. C'est magnifique. C'est beau hein. Tu vois l'autre avion là? Ouais. Ok. La folie. Ce qui est bizarre, c'est que quand je voyais ce genre de choses de l'extérieur, je me disais c'est super chaud. Bingo. Mais de l'intérieur, tout est ultra calme. Ça sent que, bien sûr, les pilotes sont complètement en contrôle de la situation. Il n'y a pas grand-chose qui peut se passer, donc c'était beaucoup plus calme que ce que je pensais. Moment incroyable, hein. Là, imaginez, nous on est dans la 400M et derrière dans la trappe, il y a la trappe qui s'ouvre et on voit l'avion s'approcher jusqu'à, je sais pas, peut-être 5 mètres. C'était super vrai. C'était et tout est méga stable. Ouais. C'est-à-dire que quand moi on me dit au retour du tournage, alors c'était bien, ça va envoyer dans tous les sens. J'ai dit oui, enfin, sauf qu'en l'air, c'est très très calme, c'est beau. C'est smooth, ouais. Voilà, c'est beaucoup moins violent presque que ce qu'on peut voir dans une F1 par exemple. Non, totalement. Et on voyez la trappe s'ouvrir juste derrière ici. C'est vrai que nous, à l'intérieur de la 400M, quand on voit la Rafale nous arriver dessus, c'est fou quoi. Et à ce moment-là, tout le monde est accroché évidemment dans la 400M, dont le caméraman spécialisé qui est donc un homme de l'armée, un militaire, oui. Un militaire, caméraman. Donc on va les ravitailler pour baudrier. Oui. Il s'approche pas de la porte comme ça, de la trappe comme ça. Le ravitaillement a-t-il vraiment eu lieu? Ah oui, c'était indispensable. C'était des vrais ravitaillements avec du carburant dedans, oui. Ça n'était pas simulé. Et ben voilà, mec, on va se présenter pour le ravito. Le ravitaillement, c'est impressionnant parce que là, pour le coup, il faut être extrêmement précis. Raphaël Sixto request contact. Les pilotes nous expliquaient que l'approche derrière la 400M, donc qui est le gros avion ravitailleur ce jour-là, est pas simple parce que les Rafales perdent beaucoup de vitesse à ce moment-là. Donc vous voyez que leur inclinaison à ce moment-là, leur assiette est très très inclinée et qu'il y a beaucoup quand même de perturbations à l'approche. Quand ils sont au plus près de l'avion, il y a un peu moins de perturbations, mais l'approche finale peut quand même être un peu mouvementée et eux perdent énormément de vitesse et du coup c'est une assiette pas terrible quand même pour le Rafale. C'est pas une situation qu'il faut prolonger éternellement quoi.
Et en plus, on était un petit peu déventé par la 400M. Et boum. Et boum. Nickel. Notre camarade de la moto. Ah, c'est incroyable. Laurent, si tu nous regardes. Mais évidemment. 6-5 disconnecting right. Alpha 6-2, Carvex 4-6, 3.3 tons delivered, clear disconnect, left. Ah, quand ils font plein. C'est nous là qui déconnectons. Ah, ok. Je sais pas s'ils ont des, je sais pas s'ils ont des points et du coup des DVD à la caisse, comme quand on était petit. Mais là, les gens qui nous regardent ne voient pas de quoi je parle. Ça va assez vite. Hein. Ah ouais, ouais, 3 tonnes 3 en 4 minutes. Eh bien, on a bien copié, on a assez travaillé pour nous, on vous laisse tranquille. Non, merci. Donc là justement vous avez des élèves, surtout celui qui est de droite qu'on ne voit pas là, mais voilà, eux aussi sont en plein travail d'apprentissage aux commandes de la 400M. Les fameux points SO bien sûr, il y a des vieux aussi. Salut les vieux, on est dans la même équipe. Voilà ce que nous permettait de faire la caméra 360, de garder l'axe. Ah non, et toutes les caméras le permettaient, ouais, il n'y a pas que la 360, non, t'as raison. C'est pas la 360. Celle que j'ai préférée, c'est juste qu'on a jumelé celle de devant et celle de derrière. Ouais. Allez, commande. Charles commande. Ça marche? Voilà, alors c'était le but aussi quand même de permettre à Charles d'avoir les commandes et de ressentir ce qui se passait et de pouvoir comparer à son expérience. Donc c'est en ça aussi qu'il a été privilégié, c'est que dans un Rafale biplace, on a pu évidemment dans des conditions de sécurité absolue lui laisser les commandes. Quand je dis on, c'est le pilote qui décide, c'est le seul maître à bord. Donc le commandant de bord estime que il est en forme, il est lucide, on est dans une zone où il peut le faire et donc il lui laisse les commandes. Ah, c'est assez, c'est super précis en fait. C'est réactif, hein. Les images qu'on vous montre quand on dit qu'il a les commandes, c'est vraiment le moment où c'est lui qui est aux commandes. Là, il n'y a pas de triche. Voilà, on peut réduire un peu. Oui, il a vraiment piloté. Il n'y a jamais de triche. Non, mais tu vois, on peut inverser des scènes ou certains, voilà, mais pas chez nous. Je pensais pas avoir autant de liberté, par contre. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Ah, trop bien. J'ai un peu chaud. Ok. Alors on lui a surtout dit, dès que tu as froid ou chaud, dis-le tout de suite, parce qu'il ne faut pas rester dans une situation où d'un seul coup tu perds beaucoup d'énergie à avoir trop chaud ou trop froid. Et donc Valentin et Sébastien lui avaient bien dit, donne-nous tout de suite les informations, bois aussi régulièrement, c'est ce que lui disaient les gars. Alors je traduis aussi, j'ai un peu chaud en... Je commence un peu à avoir envie de vomir. Ouais, parce que c'est aussi ça la sensation. C'est le début de la nausée, ouais. C'est le début de la nausée. Et Sébastien lui avait dit, prends quand même le petit sac, on sait jamais, etc. Il dit, même moi je le prends tout le temps. Parce qu'on sait jamais, même si il dit, moi j'ai jamais vomi, mais on sait jamais. Et donc là, il commençait à avoir chaud. Et puisque c'est une question, en tout cas moi qu'on me pose souvent, oui. C'est mais a-t-il vomi et est-ce que vous avez coupé? Non, il n'a pas vomi, donc on n'a pas coupé. Il n'a ni vomi, ni perdu connaissance. Il était pas loin, mais non, ça ne s'est pas produit. Alors, il faut savoir, on va rentrer dans les détails vraiment croustillants et délicieux à l'heure du déjeuner, peut-être pour vous. Donc, ils emportent deux choses avec eux, les pilotes et donc les copilotes. Il y a ce sachet violet, je me souviens toujours de la couleur de ce sachet, dans lequel ils peuvent vomir et qui contient une poudre dedans au fond, qui fait que ça solidifie ce que vous y mettez. Ça évite que dans l'avion, par mégarde, ça se ferme aussi bien sûr, mais ça évite que par mégarde, le contenu de ce sac, qui normalement doit pas être très ragoûtant du coup, se répartisse malencontreusement partout. Vous y mettez soit quelque chose qui est ressorti par la bouche, soit quelque chose qui est ressorti par ailleurs. Parce que vous buvez beaucoup dans un avion et le vol a été long. Mais c'est pas le même sac. On peut aussi se servir de ce sac-là pour ça. Oui, moi, aussi. J'ai vu mais oui. Donc il y a le sac violet. Voilà. Non, t'as vu d'autres techniques. Et on y vient. Il y a le sac, donc on va appeler sac à vomi, mais avec une poudre dedans, donc pour solidifier tout ça. On se régale. Et il y a un autre appareil qui est un système pour uriner, parce que dans un avion, il a fait 3h20 ce jour-là. À un moment donné, on vous demande de boire beaucoup pour surtout pas vous déshydrater, mais à un moment donné, il faut évacuer. Et là, on descend pas de l'avion en marche. Donc il y a un truc qui s'appelle le Penilex, vous irez voir sur internet. C'est un joli système de tuyauterie et de poche que Charles a utilisé, mais au moment où Charles a utilisé son Penilex, il n'avait pas coupé une des caméras. La 360, elle a pas vu les images. Ben non, la 360 elle n'était pas coupée. Bah si. Ah ben non.
Ah bah écoute, on va retourner voir. Moi j'ai pas vu les images. Voilà. Bon, toujours est-il que dans ces cas-là, malgré toute la combinaison et l'installation, il faut ouvrir, sortir et se connecter au machin. Mais c'est la seule solution pour ne pas en mettre partout. Et c'était nécessaire dans le cas de Surtout Charles. aussi avec la pression, parce qu'il y a la pression qui fait que Ah ça oui, appuie, c'est etc. galère. Enfin bon, bref. C'est un ravitaillement, on est d'accord. Bref, mais il n'a pas utilisé le sac à vomi, seulement le Pennylex. Je te laisse prendre les commandes. Ouais, j'ai les commandes. Pour les Rafales et le Carvex, la tour de Monaco vient de m'informer qu'ils ont... Donc vous pouvez pénétrer, il n'y a pas de souci. C'est la seule chose que Charles n'avait pas dans le programme, c'est qu'on allait passer au-dessus de Monaco. Il devait se rendre au-dessus de la mer pour effectuer des opérations d'entraînement au-dessus de l'eau, mais il n'avait pas été prévenu qu'on passerait au-dessus de Monaco. C'est le cadeau de la maison, c'était de survoler Monaco, mais il fallait quoi qu'il arrive que les Rafales rejoignent la Méditerranée. Ah, mais c'est là. Et bien sûr. Là, il y a ma maison à droite, enfin mon ancienne maison d'enfance. Sur la droite, là, il y avait un gros champ. Le golf. Ah, magnifique. Incroyable. C'est la maison. Là, c'est le moment où on a eu les plus belles lumières. On est en fin d'après-midi, le ciel se dégage un peu au-dessus de la Méditerranée et on a eu des très belles lumières. Mais malheureusement, c'est juste après le survol de Monaco qu'on est descendu en altitude sur la Méditerranée et c'est là que Charles a commencé à être un petit peu patraque. Et ça donne une perspective complètement... Et pour répondre, et les femmes, elles font comment parce que c'est Oui, quand même bien sûr. Elles mettent des couches. Ouais, le paysage était juste exceptionnel. Mais il n'y a pas le choix. Si tu veux éviter de faire trop de trucs juste, voilà. Ok, ça roule. Là, ça commence à être un peu difficile. En fait, dès qu'il a eu des repères visuels, c'est là qu'il a mesuré la vitesse de l'appareil. Ça l'a un petit peu perturbé dans ses repères. Et voilà, je commence à avoir chaud. Si on peut calmer les mouvements brusques, on commençait à sentir que Charles, il souffrait un petit peu. Là, je suis pas bien du tout. Ok, on va rentrer. Donc on a quand même là dans la synchronisation, on a fini les dernières manœuvres qu'il y avait à faire au-dessus de l'eau et après on est rentré, la nuit allait arriver de toute façon et donc on est rentré sur la base d'Orange. Oui, bien sûr. Hein. On a demandé l'autorisation à la tour de contrôle de Monaco parce qu'on ne survole pas un endroit comme ça. 3h22 de vol, donc c'était un long vol hein, pour du Rafale, c'est long, 3h22. Ouais, on est bon. Bon. Il était rincé là. Ah, merci mille fois, c'est incroyable. Bah écoute, avec plaisir. Combien de temps entre Monaco et Orange? Pas longtemps. C'était fou. Ah, c'est incroyable. En fait, j'ai jamais été malade, mais le fait d'être si bas et avec les G aussi, ça m'a fait bizarre. Et après, c'est le passage en basse altitude où ça a un peu tout changé. C'est difficile de comprendre exactement où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, parce que tout est tellement grand. Avec la F1, je suis habitué à avoir des références, mais ultra proches, quoi. Et là, on se sent complètement perdu. Personne n'a pleuré. La vraie question, qui a versé sa petite larme? Non, on n'a pas pleuré, on était juste tous heureux, mais il n'y a pas eu de larmes. Ah, le lever du drapeau. On salue l'équipe qui s'est levée à 6h pour être à la levée du drapeau à la base d'Orange. Oui, même attention un peu plus pour tôt. les couleurs. mais et pour ceux qui posaient la question tout à l'heure, le McDo, c'était on va le dire à la fin, on va dire à la fin. Non, mais il posait la question. Oui, on va revenir sur le McDo. Enfin, c'était avant ça, c'était après la première journée de vol. Ouais. Donc on a filmé la levée des drapeaux qui se fait à l'heure précise, on ne la rejoue pas, celle-là on a pu la faire qu'une fois. Charles allait beaucoup mieux le lendemain matin, une bonne nuit de sommeil ça l'a quand même beaucoup aidé, il a pu rencontrer les gens sur la base d'Orange, signer les autographes. Et c'est ce matin-là, avant qu'on attaque la deuxième journée, parce que vous êtes nombreux à nous poser la question, est-ce qu'il est prévu quelque chose dans l'autre sens? Est-ce qu'il est prévu que les pilotes de Rafale montent dans une Formule 1? Alors non, il n'est pas prévu, on n'a pas de solution pour
faire du roulage F1 avec les pilotes de Rafale. On ne sait pas l'organiser, ça n'est pas possible. Par contre, ce matin-là, avant d'arriver à la base d'Orange, Charles est venu me voir en me disant Julien, il faut absolument qu'on fasse venir Sébastien et Valentin à Maranello. Donc oui, il est prévu et l'invitation a été officiellement lancée aux 2 pilotes qui ont accompagné. Évidemment, on ne peut pas inviter l'ensemble de la base aérienne, mais les pilotes qui ont permis à Charles de voler, Sébastien et Valentin, ont été invités par Charles lui-même à venir à Maranello et il leur fera la visite lui-même, il leur montrera sûrement des choses qui ne peuvent pas être filmées d'ailleurs. Est-ce qu'ils repartiront avec un goodies de type? Alors chez Ferrari c'est une vraie Ferrari, donc ils repartiront avec une Ferrari, c'est ça. Je sais pas, moi quand j'y suis allée c'était pour ça. Ah ouais, bien sûr. Ah oui, ah c'est ça, celle qui est en bas là. Oui, voilà, ok, compris. Incorruptible journaliste, bien sûr. Non mais voilà, donc il est évidemment, et Charles avait le premier manifesté son intention de dire il faut absolument qu'ils viennent à Maranello, donc voilà, un cœur sur patte. Il se sera organisé. Est-ce qu'on le filmera ou pas? J'ai envie de dire peu importe, c'est leur cadeau à eux, c'est Charles qui a envie de leur faire plaisir, c'est la seule chose qui compte maintenant. Voilà, pour voir Maranello, je peux que vous conseiller Un hiver à Maranello qu'on a Bien réalisé sûr. l'année dernière. Évidemment. Vous êtes dans les coulisses d'une préparation d'une saison à Maranello. Et il est toujours sur ma canal, évidemment. Et ouais. Hier, j'étais claqué. J'ai bien dormi cette nuit. Bien rechargé les batteries. Et là, je suis prêt pour une nouvelle journée. Donc c'est Valentin aujourd'hui qui te récupère. Ouais, exactement. Sébastien choisit une F40, donc très bien. Passe ta commande directement à Charles, pas de problème. Donc là voilà, on a changé de journée, changement de pilote. C'est Valentin qui emmène désormais Charles et donc Sébastien qui emmène le caméraman de l'armée. Tu peux voler aux instruments avec ça, bien sûr. Ouais, c'est ce qu'on fait là, justement, c'est pile ce qu'on est en train de faire, tu vois. Ok. Et là, on sort de la couche. Donc on passe au-dessus des nuages. Donc là, le but le deuxième jour, c'était d'être un peu plus dans la performance et de pousser les machines. Et Charles se sentant mieux, c'était encore plus agréable pour lui d'aller aux limites, en tout cas à ses limites, et approcher gentiment les limites de l'appareil. On sent la compression et on voit la vitesse monter. On se rend compte de la poussée et on se dit mais malheur, ça s'arrête jamais. Et là, la difficulté, c'est de montrer la poussée. Parce qu'en fait, comme ça, visuellement, on a l'impression qu'ils aillent à cette vitesse-là ou à moitié de cette vitesse-là, on ne voit pas vraiment sur les images la différence. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu rajouter un petit décompte à côté qui montrait à quelle vitesse ils étaient pour essayer de comprendre et de rendre compte. Parce que c'est super compliqué. Et en plus, si on ne vous montre pas la réalité des choses, c'est tricher, et si on n'essaye pas de vous expliquer, vous allez rien comprendre et vous allez dire c'est tout pété quoi. Donc non mais tout pété. c'est un peu ça. C'est tout pété. Donc c'est aussi toujours la difficulté parfois, comme là, de retranscrire en fait ce qui se passe. Donc là on est dans le transonique, tu vois, il bute l'avion là. Ouais. Donc là on fait une belle traînée là, derrière, si tu regardes dans tes rétros, c'est magnifique. Et nous, dans la 400M, quand ils ont passé le mur du son, on l'a bien entendu et bien senti. Ça a fait un vrai boom. Donc là, voilà, il passe supersonique juste sous l'avion, sous la 400M. Mais effectivement, on espérait, en étant à basse altitude et avec ces conditions, qu'on aurait le halo autour de l'avion, ce qui se forme au moment du passage supersonique. Ce halo s'est pas produit. Bon, c'est comme ça. Ça ne se produit pas systématiquement. Et donc, après, on a attaqué léger. Allez, on contracte les abdos, là on a 5. Là on a 6. Allez, encore un petit peu, on fait un petit 7G et c'est parti. Là pareil, extrêmement difficile de montrer à quel moment et comment les jets se prennent. Donc avec Sébastien notamment, on s'est un peu creusé la tête pour essayer de... Ouais. Je lui dis, mais je lui ai expliqué, je lui dis, mais explique-moi, mais comment les jets sont pris? Est-ce que c'est plus on tourne? Est-ce que c'est plus on monte? Est-ce que c'est... Il dit, mais non, c'est pas machin. Donc voilà, ça c'est... On y a passé du temps. Pour essayer d'expliquer comment ça se passait et pour que vous compreniez quoi. On a pris à peine 7G, tu vois, mais ça a duré longtemps, on avait tellement de vitesse que forcément c'est un peu plus fatigant quoi. J'artais les bras et je sentais vraiment qu'il y avait une accumulation de sang. Allez, on tente 9G, c'est parti. Allez. Allez, la tête en arrière. Il faut contracter les abdos. Ok, ouais.
Évidemment, c'était la règle. Hein. Dès que Charles se sentait pas bien, on arrêtait. Et là, bah, il était pas totalement prêt, et en fait il subissait. D'habitude c'est lui qui pilote et donc il sait ce qui va se passer, il peut anticiper. Là il était passager, et en fait ça a été amusant parce qu'il a été beaucoup plus à l'aise quand il a eu les commandes que quand les pilotes lui faisaient subir certaines choses. Mais là, lorsque ça s'est arrêté, il fallait vraiment que ça s'arrête. Ouais, il était en train de perdre la vision, le fameux voile noir. C'est que là, le sang, il a vraiment un mouvement dans le corps. Les premiers symptômes que tu vas avoir, bah, c'est ta vision qui commence à se barrer en fait. C'est pour ça que ça sera intéressant. Ah oui, il y avait un safe word, c'était stop, 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 stop. C'était ça le safe word. Sans que tu puisses le faire avec les commandes, tu pourras moduler l'action au manche. Ok, vas-y, j'y vais. Donc là, c'est Charles maintenant. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y. Ce qui est fou, c'est que j'avais beaucoup plus de mal à tout contracter quand j'étais pas en contrôle d'avion. On était à combien là au max? On a fait 8.2, tu vois. Alors pourquoi il s'est arrêté à 8.2 et qu'il n'a pas dépassé les 9 jets? Oh le nul. C'est parce qu'il aurait fallu, c'est ce que nous expliquaient les pilotes, qu'il tire beaucoup plus violemment et tout de suite sur le manche. C'est-à-dire qu'il y allait progressivement, tout est relatif, hein, relatif dans ces conditions, mais il aurait fallu faire cabrer l'avion beaucoup plus rapidement, parce que là, à force d'y aller progressivement, l'avion perd de la vitesse et à un moment donné, les performances, elles s'écroulent un petit peu. Donc, mais oser être aux commandes d'un Rafale et tirer d'un seul coup sur le manche pour pouvoir atteindre 9-10 G, bah, c'est compliqué la première fois. Donc, tu fais pas ça avec ton avion, toi? Non, non, puis il s'effondrerait. Bref, donc voilà la raison pour laquelle il n'a pas réussi à atteindre les 9 G, c'est qu'à un moment donné, l'avion, il avait emmagasiné trop d'énergie, il ralentissait, donc il aurait fallu être presque plus violent à la première tentative. Mais 8,2, c'est déjà sacrément costaud. Alors que quand j'étais en contrôle de l'avion, je pense que c'était plus naturel d'être contracté, parce que tout à l'heure, toutes les sensations étaient quintuplées, quoi. Tu vas me mettre sur le dos? Ouais, vas-y. Là où ça faisait bizarre un petit peu aussi, c'est que tu sais où tu veux aller, je sais ce que je faisais avec le manche, mais t'as tellement pas de repères. Allez hop. Il a, je trouve, une assez bonne compréhension de la troisième dimension. Il n'a pas pris les commandes si longtemps que ça. Excellent. Mais j'ai senti quand même qu'il y avait une assimilation qui était super rapide en fait. T'es prêt à faire un tonneau? Ouais. Et tu le fais? Ouais. Vas-y, tire, légèrement. Et tu mets à fond à gauche, mais à fond. Encore. Et voilà. C'est la folie incroyable, j'adore. Je vais te reprendre les commandes, Charles, ça te va? Et puis on va rentrer. Allez, nickel. Et là, il dit non, je les garde. Ça va? Tu te sens bien quand même? Ouais, j'ai adoré la dernière partie. C'était juste exceptionnel, c'est un rêve d'enfant, voir ces machines de près, voir la technologie qu'il y a. Et encore plus maintenant de l'avoir piloté et avoir été à côté de ces deux pilotes exceptionnels. C'est parti, bébé! Ouais, je connais, vous posez la question du poids de Charles Leclerc, je connais pas son poids exact, mais il est autour des 70, je pense. Je sais pas son poids exact. Bonjour, establishment mechanism for 6-2. For Charles Leclerc from Champagne ATC, Forward Scuderia, Sire. Et pour la première fois, il y a eu de l'italien à la radio de la tour de contrôle de militaire. C'était vraiment la tour de contrôle, hein. Il lui avait fait la surprise. Atterrissage nickel. Oxygen. Ça marque quand même. Voilà. T'as fait tes deux vols en rafale, t'as pris 8G par toi-même, donc c'est top. Bah c'est la folie en tout. Tu vois c'est ça le Penilex ici. On voit un morceau du câble qui sert à la tuyauterie. Merci 1000 fois pour toi. Félicitations. Ah, c'était incroyable. Pour vous remercier pour cette expérience exceptionnelle. Il n'en a pas de la chance, le commandant de la base. Qui est un petit peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir. Mais... Elle est magnifique. Je veux bien un petit autographe sur la combinaison. Mais bien sûr. Pour l'anecdote, Charles, qui était très pressé, est reparti dans la combinaison.
Je m'arrête là-dessus parce que c'est très important. On a souhaité, et je souhaitais absolument, mais Amandine m'a rejoint bien sûr, qu'on dédie ce documentaire à Sébastien Mabir et à Mathis Lorenz parce que quelques semaines avant le tournage, il y a eu un accident très grave, mortel, en entraînement. C'est pas pour rien que les pilotes s'entraînent tous les jours et mettent leur vie au service de la patrie. Et la base de Saint-Dizier a connu ce drame quelques semaines auparavant. Évidemment, moi sur le moment, je me suis dit bon, on annule tout, on va arrêter ça. On a laissé évidemment du temps à tout le monde pour reprendre ses esprits parce que ça a fait un choc terrible à tout le monde dans cette base, mais partout ailleurs. Hein. Ce sont tous des frères d'armes. Et finalement, eh bien, c'est les gens de la base qui m'ont dit à leur mémoire, pour eux, et puis pour honorer le métier qu'on fait, bah, c'est important qu'on fasse ce documentaire. Donc évidemment, dans un premier temps, moi, ma démarche était de dire stop, on arrête parce que voilà, le timing est catastrophique et par respect pour eux, on peut pas faire un documentaire où, entre guillemets, on va prendre du plaisir et tout. Et à l'inverse, ce sont les gens de la base qui m'ont dit bah si, c'est la meilleure façon de montrer quel est notre métier, de montrer que c'est un métier dangereux et de leur rendre hommage. Donc c'est aussi dans cet état d'esprit qu'on a voulu que ce documentaire aille au bout et qu'évidemment il leur soit dédié parce qu'ils se sont sacrifiés pour la France. Voilà, ça c'était très important de le dire. Frites, coca, 0. Heureusement on termine, voilà. La sauce Barbecue. Alors cette position est extraordinaire. Charles Leclerc accroupi devant le haut-parleur du McDo, donc ça c'était pas mal. Puisque en fait, pourquoi il est au McDrive parce que, oui. En fait, c'est pas qu'il voulait pas rentrer dedans, mais c'était. Oh, arrête, il a fait sa star, il voulait pas rentrer. C'était fermé ou je ne sais quoi. Enfin, il y avait une histoire, donc la seule solution, c'était qu'il commande comme ça via le. Parce que via donc, le haut-parleur. on est le premier soir du tournage à Orange, c'est pas à la fin du documentaire, cette image elle est au milieu, et effectivement, on termine tard à la base militaire de Orange, et on rentre en navette, puisqu'on arrive de Saint-Dizier dans les Vosges, et on est à la base, donc on n'a pas de voiture, et donc les navettes déposent tout le monde à l'hôtel, sauf que Charles a faim, et il est 23h. Oui, parce qu'en fait, à Orange, on nous a organisé un petit verre, et avec quelque chose à manger, sauf qu'il y avait beaucoup de monde qui était venu pour voir Charles, il était assailli de questions, et lui, qui se prête volontiers à ce jeu-là, et puis aussi pour les remercier de leur accueil, n'a pas arrêté de parler, de répondre, et de faire des autographes, etc., etc. À un moment donné, il n'a pas mangé. Il était 22h30, on a dit bon bah on y va maintenant, parce qu'on avait encore du travail, et puis il fallait lui qu'il se repose, et du coup il n'avait pas mangé, donc voilà comment on s'est retrouvé là. Sauf qu'au début, bah, comme il n'y a pas, donc tout le monde est déposé à l'hôtel, et ils y vont à pied au McDo, sauf qu'on n'a pas de voiture, et au McDrive ils n'ont pas le droit normalement de servir sans voiture, donc au début, là c'est la scène où ils ont accepté à la fin, mais au début ils disent bah, oui il faut venir en voiture monsieur, mais on n'a pas de voiture. Bah oui, mais c'est un drive. Fermé, voilà, oui, le McDo à l'intérieur c'était fermé. Bah oui, mais il faut une voiture, monsieur. Oui, mais j'ai pas de voiture, je suis à pied, j'ai vraiment faim. Et donc à la fin, la personne très gentiment a accepté de le servir. Et d'autres voitures sont arrivées. Et c'est là qu'on a cette scène mythique. S'il vous plaît. On remercie toute l'équipe du doc pendant ce temps. Ouais, bien sûr. Alors bah, lui, ce monsieur, il a halluciné. Il est 23h à Orange, et au McDo d'Orange, il y a Charles Leclerc, Camoulox. C'est pas possible. Donc il a mis un temps fou à s'en remettre. En combinaison. En combinaison de pilote de chasse. Bah, effectivement, on en profite pour remercier toutes celles et ceux qui ont contribué au doc, que ce soit à l'armée, chez Ferrari, à Canal, partout. Tout le monde a mis beaucoup d'énergie dans ce documentaire. Regardez Canal+ dans les prochains mois et vous comprendrez. Et il allait comprendre, évidemment. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ah si, il y a une dernière chose dont il faut parler. Donc nous tournons ce documentaire. Nous rentrons à la base de Saint-Dizier. Elle sait. Elle a compris. J'ai compris. Et nous sommes sur la route du retour avec Amandine, Quentin et Flo, nos deux JRI. Et Jonathan, oui, on est 5 dans la voiture. Et là, sur le chemin du retour, le soir, on se dit... Et comment on va l'appeler ce documentaire ? On avait déjà des idées, mais... Oui. Et Amandine a une idée. Qui était ? Je me souviens plus. Charles Leclerc ? Non. Non. Je ne fais pas de jeu de mots comme ça. Moi pas, c'était pas loin de ça. C'était Elle nous sort un titre claqué au sol. Et elle est super fière de son titre. Et nous on se dit mais non, mais c'est pas possible. Et immédiatement me revient en esprit ce moment de télévision. Tu l'avais préparé. Quadricolore. Ah, c'est pas mal. Parce qu'il y a 4 couleurs, première. Quadricolore. C'est pas mal. Elle nous l'a vendu comme ça. Ils sont 4 couleurs.
Quadricolore. Elle nous l'a C'est pas répété. mal, ça. C'est joli ça. T'es le premier à qui je le dis. T'es le premier à qui je le dis. C'est un flash que j'ai eu il y a 2 semaines, j'ai rien osé le dire. J'ai dit je le dirai à Le Valérie. mec il s'en va, il veut plus. Grave. Bah, Amandine, c'est Bruno Vandelli. En anglais, en italien, en espagnol, en français, dans toutes les langues. Elle nous l'a Donc, vendu tu fais comme de la ça. couleur, tu fais 4 couleurs primaires. Quadricolore, ils sont 4 couleurs primaires. Et ça nous a valu. Le mec a une raquette de ping-pong dans les mains, prêt à le frapper quand même. J'en étais pas là. Hein. Non, puisque tu conduisais à ce moment-là. Oui. On était dans la voiture et. J'arrête parce que ça suffit. On a en tout cas beaucoup ri et ouais. ça nous. Enfin, moi j'étais. Donc le nom de code. On riait aux larmes. Voilà. Le nom de code de ce documentaire était Quadricolore jusqu'à ce que. Ouais, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi qui ai choisi Charles Leclerc Supersonic. J'ai eu ce privilège. Donc finalement, vous avez échappé à un jeu de mots pourri parce qu'elle avait trouvé un jeu de mots pourri. Non, c'était pas un jeu de mots. Ouais, Charles Leclerc ou un truc comme ça. Mais non, pas du tout. Mais c'était pas loin de ça. Non, c'était avec de la Formule 1. Quadricolore. C'est sur ce choix de titre Charles Leclerc Supersonic que nous allons nous quitter, les amis. C'était un grand bonheur de faire ce React avec vous. Merci pour vos questions, pour vos réactions. On rappelle qu'il est bien sûr sur MyCanal, ce documentaire, mais sur toutes nos plateformes, YouTube, Dailymotion. Vous pouvez le retrouver partout gratuitement. Et bah, profitez-en, il est à vous ce documentaire maintenant. C'est pour vous faire aussi plaisir qu'on l'a réalisé. Encore merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Et puis bah, le mot de la fin, il est à toi, Amandine. Non, merci à tous surtout de l'aimer et de nous faire vos retours parce que c'est vrai qu'on a pris énormément de plaisir à le faire, mais on le fait aussi et surtout pour vous, donc on est super heureux qu'aujourd'hui ça ait dépassé le 1 million et que la vie de ce documentaire n'en est qu'à ses débuts. Donc merci à tous. Salut, à très vite sur la chaîne Twitch de Canal+ Sport. Ciao.